annonçons l'annonce. Rebonjour Jade. Bonjour Cyril. Jade, on doit corriger deux, trois petites choses par rapport à la chronique de la semaine dernière. Je semblais être très loin au point où... parce que c'est bien, on a des retours. On a des retours de nos auditeurs, sur le côté de nos technique. auditrices. Et puis voilà, il y avait un petit souci technique. Non, je voulais juste dire à notre charmante auditrice que voilà, ça n'était pas un problème en soi. Le plus important dans ce que vous entendez dans cette chronique, c'est surtout ce que Jade dit. C'est enregistré ça. C'est enregistré. Je vais couper ce morceau et je vais en faire ton générique. Le plus important, c'est ce que Jade dit. Cyril est quoi là? Et donc, oui, on fait des échanges comme ça, question de relancer, mais voilà, c'est vrai que... Mais on va régler ça, hein, ok? On va trouver un moyen. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas aller au bout de la chronique, parce que je pense que le propos, tu vois, ce que tu disais était plus important. Alors, aussi important, on parlait des véganes, c'était les véganes. Oui. Où il y a eu beaucoup de réactions encore. Oui. On va revoir encore sûrement, on va revenir là-dessus, comme on a promis de revenir déjà. Ça commence à s'accumuler d'ailleurs, hein, c'est sur quoi on doit revenir dans cette chronique Société en débat. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'on va encore faire en sorte qu'on y revienne, qu'on soit obligé de revenir, puisqu'on va parler alors du mythe. On va parler du mythe de la minorité modèle. 2 points. Je veux parler des Asiatiques. Je fais des crochets. Je veux parler des Asiatiques. Okay. Ça, c'est pour la vidéo. Ça, c'est pour la vidéo. Donc, pour ceux qui écoutent, c'est comme, vous savez, le geste crochet, là. Voilà. Le mythe de la minorité modèle parlons des Asiatiques. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas maintenant? Puisqu'on a énormément parlé dans cette chronique, dans Société en débat, on a beaucoup parlé des minorités, on a beaucoup parlé de communautés. Et c'est vrai que souvent, j'ai eu cette remarque de « tu en fais un problème noir-blanc ». Comme s'il n'existait pas d'autres communautés, comme s'il n'existait pas d'autres types de discrimination et comme s'il n'existait pas non plus des rapports de pouvoir interreliés entre les communautés, la manière dont elles sont perçues, qui sont utilisées contre les autres communautés, contre les autres groupes. Je vais expliquer ce que j'entends par là. Ce que je veux dire, c'est que l'image que l'on a des minorités modèles, l'image que l'on a des Asiatiques, notamment dans les médias ou dans... J'entends beaucoup d'a priori, là, déjà. Oui, mais là aussi, comme d'habitude, Cyril, on va jouer aux poupées russes. Bien sûr. Je vais contextualiser. Mais l'image que l'on a de certaines minorités est utilisée contre d'autres, est utilisée pour ou contre d'autres minorités. Donc ça, tout ça, c'est relié, tout ça. Rien n'existe dans un espèce de vide. Tout est toujours relié, tout est toujours à contextualiser. Donc je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être le moment d'ouvrir cette porte-là. D'accord. On t'écoute parce que je ne vais pas te la poser maintenant, ma question, mais je sais, en gros, c'est d'actualité. Oui. Sincèrement, c'est d'actualité. Comme d'habitude. Ouais. So, je continue à suivre l'exemple de ma collègue Émilie. Je commence par la définition. Qu'est-ce que j'entends par minorité modèle? Ou plutôt, qu'est-ce que l'on entend dans le discours commun par minorité modèle? J'ai utilisé la définition qui est le plus revenue sur Internet, merci Google, et Wikipédia, il me semble. Donc, ce qu'on entend par minorité modèle, c'est un groupe démographique. Donc, le groupe démographique peut être basé sur l'ethnicité, la race ou la religion, ou même la langue, donc ça peut être différents traits communs, dont les membres sont perçus, attention, souligner le mot perçu, comme ayant achevé un degré plus haut de succès socio-économique et une plus forte intégration dans la société mère. L'important dans cette phrase, c'est « sont perçus », parce que la perception est particulièrement importante. Alors, j'ai déconstruit le tout en plusieurs problèmes, parce qu'apparemment, c'est devenu ma manière de procéder, qui est plusieurs problèmes qui sont sous-entendus par ce fameux mythe de la minorité modèle, et j'en ai 5. La conclusion en elle-même souligne un 6e problème, mais je me suis arrêtée à 5, ce qui est pas mal. Donc, grosso modo, tu en as 6. Déjà, on est entre nous. Hein? Grosso modo, j'en ai 6. Et tu vas probablement me forcer à en avoir un 7e, parce que tu as toujours une question qui m'emmène vers un 7e problème. Donc, quand je t'ai posé la question, Cyril, au début, lorsqu'on a dit bonjour durant l'émission, tu m'as dit... quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses de cette minorité modèle, les Asiatiques, tu m'as dit c'est le groupe qu'on a toujours considéré comme ceux qui sont les plus intégrés dans la société. Et je tiens à souligner le fait que tu utilisais ce fameux mot « toujours », parce que pour toi, c'est quelque chose qui, du coup, tant qu'il y a eu société, il y a eu cette perception des Asiatiques. Or,
quand on contextualise, Cyril, ce fameux mythe est apparu et a été forgé dans les années 1960. C'est donc vraiment, vraiment récent. Et il est apparu avant tout dans un article du Times qui a été publié donc aux États-Unis. Et avec l'impérialisme que l'on connaît des États-Unis, forcément, c'est une vision qui s'est répandue globalement, donc mondialement. Mais c'est très récent. Voilà. Et on va encore découper là-dessus au fur et à mesure. Le premier problème qui est sous-entendu par ce mythe de la minorité, qui est le problème qui saute aux yeux, c'est que ça force à une homogénéisation du groupe. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai utilisé les guillemets asiatiques, asiatique, c'est extrêmement large comme catégorie. C'est-à-dire que asiatique, ça peut recouvrir, souvent lorsque les gens parlent asiatique, et c'est le problème d'homogénéisation, c'est qu'ils ont tendance à dire Chine ou Japon. La plupart du temps, les gens disent chinois pour désigner tout un tas de populations et de cultures différentes parce qu'ils ont apparemment pas envie de faire le travail nécessaire ou se renseigner pour faire la différence entre les populations. Parce que asiatique, ça peut en effet désigner la Chine et le Japon, mais ça désigne aussi la Corée, la Thaïlande, l'Inde, le Pakistan, le Yémen. Vous savez, il y a l'Asiatique du Sud. Et voilà, c'est extrêmement large. Donc, ce sont des cultures extrêmement diversifiées. Et lorsqu'on a tendance à dire, OK, cette minorité, c'est la minorité modèle, on forme un espèce de groupe monolithique. On fige leur culture, on met tout le monde dans le même panier. Et ça oblige du coup à avoir cette vision hyper lisse et hyper tout le monde sous le même palier des difficultés au niveau de l'immigration ou l'absence de difficultés, en l'occurrence pour ce mythe-là, qui du coup cache complètement une réalité beaucoup, beaucoup plus complexe que donne ce fameux groupe asiatique. Donc d'abord, il faut déconstruire ce que l'on entend par là. Deuxième problème, c'est que étant donné qu'il y a cette absence de prise en compte des différences culturelles, différences de population, différences historiques, il y a une absence donc de prise en compte d'une réalité qui est beaucoup plus complexe. Donc il y a une absence de prise en compte des différences au sein des populations lorsqu'on parle d'immigration. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette idée de minorité modèle, on a cette idée on met en avant que les success stories. Et donc on ne prend pas le temps de regarder ce qu'il en est véritablement au niveau des chiffres, et là je parle bien au Canada, de ce qui se passe par exemple lorsque vous regardez les chiffres de la pauvreté. En effet, lorsque vous regardez qui sont les plus touchés au sein de la pauvreté, la communauté japonaise est beaucoup moins touchée que ne l'est par exemple la communauté chinoise. On se rend compte que la communauté chinoise est extrêmement touchée par le seuil de pauvreté, tout comme les communautés issues de l'Asiatique du Sud, c'est-à-dire Inde, Pakistan, Bangladesh, qui sont beaucoup, beaucoup plus touchées par la pauvreté, mais aussi par les problèmes d'illettrisme, mais aussi par les problèmes de maîtrise de la langue française ou anglaise, que ne l'est la communauté japonaise. Je parle de plus de 20% d'écart en termes de pauvreté. Mais lorsque l'on parle de minorité modèle, on va juste regarder, eh bien là, ça va être les Japonais qui sont mis en avant et qui vont devenir ce représentant de la réussite de tous les Asiatiques. Donc ça, c'est le deuxième problème qu'on a avec ce mythe. Et enfin, troisième problème, mais c'est ce qui m'a le plus, on va dire, attiré pour en faire mon sujet, c'est que le mythe de la minorité modèle, c'est un mythe que l'on va créer pour donner des leçons aux autres communautés. C'est-à-dire que c'est le mythe, et c'est ce qui s'est passé dès l'article des années 1960, c'est le mythe qu'on va utiliser notamment envers la communauté noire pour leur dire, regardez, eux, ils y arrivent, ils ne se plaignent pas de racisme. En 1 ou 2 générations, ils gagnent beaucoup d'argent, réussissent très bien à l'université, sont très forts en maths et en sciences. Pourquoi vous n'y arrivez pas? C'est le mythe qu'on utilise non seulement pour monter les minorités les unes contre les autres, mais c'est également le mythe qu'on utilise pour complètement dédommager l'institution et le gouvernement de leur représentation, de leur responsabilité au niveau de tout ce qui est structurel au niveau du racisme. Parce que c'est un mythe qu'on utilise pour dire, vous voyez bien, le racisme, ce n'est pas une barrière en soi. Arrêtez de vous présenter comme des victimes parce que eux aussi sont des immigrants et eux aussi ils s'en sortent. Donc c'est un petit peu ce qu'on utilise comme faire du dog whistle, c'est-à-dire cette fameuse manière d'avoir un discours très très positif, de n'avoir aucun propos problématique en soi, propos problématique raciste, voire ne même pas parler de A, parler uniquement de B, alors que tout le monde sait qu'en fait vous êtes en train de parler de A. Dans l'article des années 60, il parle vraiment que de la communauté asiatique, mais tout le monde sait qu'en réalité il est en train de donner une leçon aux communautés noires. Il est en train de dire, vous qui êtes là depuis plus longtemps, vous nous, entre guillemets, emmerdez, alors que ceux qui viennent d'arriver, ils s'en sortent très bien. Donc ça, c'est le troisième problème qu'il y a avec le mythe de la minorité modèle. Quatrième problème, c'est que, contrairement à ce que l'on peut penser, Cyril, lorsque tu as utilisé le mot toujours, le mythe de la minorité modèle, c'est un mythe qui varie en fonction des besoins.
Donc c'est un mythe qui varie en fonction des besoins politiques, en fonction des besoins démographiques. Parce que lorsqu'on regarde l'enracinement, lorsqu'on regarde le contexte historique de quand est né ce mythe, à quel moment il a été utilisé pour parler par exemple des immigrants chinois ou pour parler ensuite des immigrants japonais ou ensuite de parler, voilà, ça change en fonction du contexte historique. Parce que lorsque vous regardez, par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais n'étaient absolument pas perçus comme la minorité modèle. C'était au contraire devenu la crainte number one du gouvernement canadien, au point que, et c'est une histoire qui est très peu étudiée au Canada, quand je te dis camp d'internement japonais, tu penses tout de suite aux États-Unis. Parce que systématiquement, comme j'en avais déjà discuté dans une de mes chroniques, on a tendance au Canada à tout de suite se comparer avec les États-Unis pour se dédommager. Alors qu'au Canada, il y a eu des camps d'internement. C'est-à-dire juste après Pearl Harbor, le gouvernement a décrété que les Japonais étaient les ennemis numéro 1 du gouvernement et donc les ont forcés à être internés. Et là, on parle même, et ça a été pire qu'aux États-Unis, parce qu'ils ont interné des Japonais qui étaient d'origine japonaise, mais qui étaient citoyens canadiens. Pour certains, ils étaient citoyens canadiens. C'est documenté, ça, en plus. Oui, documenté, mais ça a à peine commencé à faire... voilà, exactement. Et c'était des citoyens qui étaient parfois là depuis 2, 3, 4 générations. Donc non seulement ils étaient internés de force, l'internement a duré beaucoup plus longtemps qu'aux États-Unis, mais on leur a pris tous leurs biens. Les biens ont été vendus à bas prix. Et le côté le plus haut, enfin le côté le plus horrible, l'un des côtés les plus horribles de cette histoire, c'est que l'argent qui a été utilisé, qui a été récupéré à partir de la vente des biens, a servi à la construction de ces camps d'internement. Et lorsqu'enfin on les a laissés sortir de ces camps d'internement, ils ont été forcés à l'exil. Donc, les répercussions ont été beaucoup plus graves et beaucoup plus longues qu'aux États-Unis. Comme tu l'as dit, Cyril, ce n'est que dernièrement qu'on commence à en entendre parler et on ne l'enseigne certainement pas à l'école. C'est-à-dire qu'on en parle... Voilà, exactement. Ça fait trop tâche dans l'histoire de ce fameux Canada qui accepte aussi bien les immigrants. Et pareil, lorsqu'on parle par exemple de la communauté chinoise, on a cette idée que, certes, aux États-Unis, il y a eu un problème avec l'immigration chinoise. Il y a eu le fameux acte qui interdisait l'immigration chinoise. Ça a été exactement la même chose au Canada. L'acte a été voté en 1923. Il y a eu interdiction, parce qu'avant ça, il y avait déjà depuis le 19e siècle une certaine immigration de la Chine, mais c'était à chaque fois des populations qui subissaient des discriminations extrêmement fortes. Par exemple, elles étaient bannies de lieux publics comme les restaurants, les cinémas, etc. Et les discriminations étaient tellement fortes envers la communauté chinoise que le gouvernement a fini par dire « Ok, on va carrément ne pas les faire rentrer, on ne veut pas de ça chez nous ». C'est vraiment l'idée qui a été donnée. Et en 1923, il y a donc cette loi qui interdit l'immigration chinoise au sein du Canada, qui va être enlevée qu'en 1947, mais... qui est enlevé en 1947, mais les restrictions sont toujours très fortes pour permettre l'immigration chinoise au Canada jusque dans les années 60. Et les discriminations n'ont pas pour autant disparu sous prétexte que la loi permettait de nouveau l'immigration. Je rappelle que par exemple, il y avait cet habitus de ne pas appeler les servantes par leur prénom, mais par des numéros. Lorsque vous aviez une servante issue de Chine chez vous ou des Philippines, après ça a été les Philippines, donc vous voyez, quand vous regardez les années 40, 50, 60 et vous regardez l'idée que l'on a d'une minorité modèle, cela change de groupe et cela change en fonction des besoins et des politiques en place. À un moment donné, ça a été les Italiens, puis ça a été les Irlandais. Donc ça change, ça modifie en fonction du contexte socio-historique, socio-économique dans lequel vous êtes. Donc le fait qu'aujourd'hui on considère, les Asiatiques, ça c'est une minorité modèle, on n'a jamais eu de problème avec eux. Vous regardez la génération de nos parents, c'était pas le même discours à ce moment-là. Donc, bien comprendre que tout varie en fonction de ce contexte. D'où l'importance de contextualiser. 5e problème, avant ma conclusion, c'est que finalement, ce mythe, qui est aujourd'hui très renforcé par notamment les représentations et couvertures médiatiques, nourrit des stéréotypes qui deviennent en soi des barrières supplémentaires pour les communautés asiatiques dans leur ensemble et qui deviennent également des barrières supplémentaires pour toutes les communautés racisées. Je m'explique. Lorsque tu regardes un peu les représentations dans les médias ou la culture populaire comme encore une fois de cette idée de asiatique, on a toujours cette idée, alors vous avez des personnages d'intello. Donc, ça va être l'enfant très fort en maths ou en sciences. Ça va être, généralement, quand dans une série policière ou une série d'enquête, il y a quelqu'un qui est très doué en informatique, qui craque les codes. C'est l'asiatique. C'est l'asiatique. On ne sait pas trop qui. On ne sait pas s'il est japonais, chinois, coréen. On ne sait pas. On sait juste qu'il a les traits qui correspondent à cette idée qu'on a homogénéisante de l'asiatique. Donc, on le met à l'ordinateur. Donc, on a l'informaticien, on a le chirurgien, on a l'intello. Ou alors on a le très fort en kung-fu. Puis, ou sinon, lorsque c'est les femmes, là, le stéréotype change. On a l'esthéticienne, on a la servante. Elles sont souvent représentées également au sein de la prostitution. Et on a souvent des personnages... Femmes d'affaires aussi. On a aussi femmes d'affaires, mais ça va être à ce moment-là très... on va être
très dur, voilà. il y a aussi la maman tigre, donc c'est-à-dire cette fameuse mère qui veut le meilleur pour ses enfants et en devient quasiment cette image d'asociale et complètement déconnectée. En plein dans les stéréotypes. Exactement, mais oui, mais je suis en train de te faire toute la liste, mais je suis sûre que plus je te fais de la liste, plus tu as des séries ou des films qui correspondent. Et souvent, il y a la langue où il y a cet accent. Donc, ça peut être, on a l'impression que la famille est là. Même, ils disent, ben, mes grands-parents, mes parents sont arrivés. Donc, tu comprends que la personne est née et a grandi sur le... Mais curieusement, elle a un accent très prononcé où elle a du mal à parler la langue du pays dans lequel elle est née. Donc, il y a vraiment ce stéréotype qui est très présent au sein du discours médiatique et qui renforce donc les problèmes. Donc, en gros, il y a vraiment donc cette couverture médiatique qui est renforcée. Et ça, pourquoi je dis que ça en devient des barrières? Parce qu'il y a vraiment cette idée que si vous réussissez, finalement, c'est pas grâce à vos capacités personnelles, c'est juste que c'est votre race qui fait en sorte, voilà, c'est normal. Mais étant donné votre appartenance raciale, c'est normal que vous réussissiez. Si vous échouez, vous devenez un peu un mouton noir, on ne comprend pas. Étant donné que vous devriez être doué en maths, vous devriez être doué en sciences, vous devriez être déjà chirurgien à l'âge de 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, non seulement il y a ça, mais il y a aussi cette idée que, puisque vous êtes censé être la minorité qui ne fait pas de vagues, ça veut dire que quelque part, on vous bâillonne. En cas de problème, vous n'avez pas le droit d'aller faire de manifestations, vous n'avez pas le droit d'attirer l'attention sur vos difficultés, ce qui fait que dans le discours mainstream, on n'entend pas parler de la pauvreté qui vous touche également, de la discrimination qui vous touche également. Tout cela fait que ça couvre vos luttes et ça couvre vos difficultés spécifiques à votre communauté. Et c'est ce qui fait qu'après, c'est choquant de voir, par exemple, l'année dernière, en France, il y avait eu un homme qui avait été assassiné chez lui. C'était Liu Xiaoyo, si je ne dis pas de bêtises, exactement, issu de la communauté chinoise. Et il avait été tué par un policier, donc qui avait fait un raid chez... Non, le policier, je crois, a juste sonné à la porte. Et le père de famille, parce que le père de famille a ouvert la porte avec un ciseau à la main. Et d'après les témoignages de sa famille, c'est parce qu'il était dans la cuisine en train de préparer le poisson. Donc la porte a sonné, il a ouvert, le policier a fait feu, il est mort. Il y a eu des manifestations donc de la communauté chinoise à Paris. Et la couverture médiatique, ça a été comme si c'était choquant de voir cette communauté faire une manifestation dans les rues de Paris. On ne comprenait pas. Tout d'un coup, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils ont le droit de faire la grève? C'était vraiment ils ont le droit de se plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était vraiment la couverture médiatique qui était donnée. Vous êtes finalement la minorité modèle jusqu'à ce que vous ne le soyez plus. Jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de vous en tant que minorité modèle. Donc, pour conclure, le mythe de la minorité modèle n'existe pas. Ce qui est intéressant en soi, ce qui est intéressant, c'est de voir... Le mythe ou la minorité? Tu as raison. Ouais. La minorité modèle n'existe pas en soi. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle est utilisée par rapport à qui et selon quel contexte. Et là, ça vous renseigne énormément sur les courants de pouvoir qui est en cours. Surtout, ça vous renseigne énormément sur à qui on donne des leçons par rapport à cette minorité modèle. Quel message on veut faire passer? Pourquoi on met en avant cette population-là maintenant et dans ce contexte? Et qui on mettait en avant il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans? Et surtout, cette façon d'utiliser ce discours crée des tensions supplémentaires, notamment entre les communautés, et empêche de penser des solidarités de lutte. Parce que du coup, lorsque vous avez cette espèce de modèle qui est monté en piédestal, ça crée des rancœurs. Ça crée des rancœurs face à cette minorité et ça crée des tensions entre des minorités qui pourraient s'allier parce qu'ils subissent également les mêmes formes de discrimination. Parce que ce sont ces communautés qui sont surreprésentées dans les taux de pauvreté, qui sont surreprésentées dans les taux de crimes ou de harcèlement par les forces de police. Donc ça pourrait créer des solidarités de lutte extrêmement fortes, sauf qu'on a ces discours qui dissocient en fait et qui fait non mais eux ils sont différents, ils sont mieux que vous. Donc après ça crée des rancœurs là où il ne devrait pas y en avoir. Donc lorsque vous avez ce type de mythe, pensez toujours à contextualiser, à déconstruire avant d'avoir des discours beaucoup trop rentrant dans l'idéologie complexe, non pas complexe, mais l'idéologie trop simpliste en fait qui est donnée de cette image. Et voilà. Mais moi j'ai une question. Toujours Cyril. Toujours. Avant que tu parles, dans la foulée de la dernière, je mets des crochets encore, comme toi, l'affaire Moissy. Oui. Le collectif. Oui. En France, il y a eu, je sais que j'ai vu ça passer rapidement, il y a soit quelques jours, soit quelques semaines, un groupe alors, il faut faire attention là maintenant, je ne sais plus qui dit, un groupe de jeunes, apparemment, là je me base sur le physique, originaires d'Asie, c'est-à-dire des Asiatiques, mais plus côté Chine ou Japon, qui justement monter quelque chose, une organisation pour s'élever contre, pas le mythe de la minorité visible, mais modèle. Non, justement pour avoir accès à la parole. Oui. Parce qu'ils
trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient au sein de la communauté, mais comme elle est la minorité modèle, on ne faisait pas attention à ça. Donc il y a quand même des petits groupes qui commencent à... Oui. Et ça faisait, justement, ça faisait un peu... ce que tu viens de dénoncer, un peu choquant en disant, ah tiens, moi-même, je me suis dit, ah ok, il y en a qui se réveillent quand même là-dedans en se disant, ok, on va participer au combat, on va dénoncer un certain nombre de choses. C'est d'autant plus intéressant qu'actuellement, en fait, ce qui se passe et ce qui attire de plus en plus l'attention, c'est que il y a eu des analyses démographiques qui sont sorties. Ils se sont rendus compte, notamment aux États-Unis, mais je ne suis pas sûre qu'au Canada, ils fassent un relevé de données aussi précis. Ils se sont rendus compte que d'ici 20 ans, un certain nombre de pourcentages, donc c'était au moment des votes en fait. Ils ont fait ce calcul au moment de l'élection de Trump. Ils se sont rendus compte qu'à la prochaine élection, un certain nombre de pourcentages de personnes qui auront la capacité de voter seront issues de deuxième ou troisième génération eh bien, comme tu dis, de ce groupe asiatique. Et ils se sont rendus compte aux États-Unis qu'ils ne connaissaient absolument pas ce groupe démographique. Ils ne savaient absolument pas ce qu'ils désiraient par la politique, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de données pour la communauté latine, ils avaient énormément de données pour la communauté noire, ils avaient énormément de données pour les femmes blanches de 30 à 40 ans, ils avaient énormément de données pour les hommes blancs à partir de 50 ans. C'est-à-dire tout ça a été noté, puis ils se sont retrouvés face à ce groupe qui allait avoir du pouvoir au niveau de vote, au niveau décisionnel. Ils se sont dit, mince, eux, ils veulent quoi? Et là, ils se sont rendus compte qu'en effet, ils n'avaient jamais pris le temps d'aller s'intéresser à cette partie de la population américaine, donc sino-américaine, qui est asian-américaine, qui est née, qui a grandi, qui sont des citoyens américains à part entière, donc avec ce fameux droit de vote. Et là, tout d'un coup, il y a eu des débats qui sont sortis dans les médias en mode que sont-ils et que veulent-ils? Et donc, les discussions sont parties et là, on a commencé à se dire peut-être qu'il serait temps de s'intéresser à ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils sont, leur culture, leur background, etc. Donc ça, c'était assez intéressant au niveau médiatique de voir que c'est juste au moment où ils ont eu besoin de savoir comment en tirer du profit qu'ils se sont intéressés de savoir qui étaient ces personnes. Parce que jusqu'à présent, ils n'en avaient rien à faire. Alors que comme tu te dis, Cyril, il y a de plus en plus de groupes et de revendications qui se battent non seulement pour dénoncer ce fameux mythe de la minorité modèle, mais aussi pour dénoncer le fait que allô, je viens d'Inde, je viens de Bangladesh, je viens de Chine, je viens de Japon, je viens de Corée, c'est très, très différent. Enfin, je veux dire, on est totalement différents, à part le fait que vous nous voyez tous pareils à partir du moment où on correspond à un certain trait physique, mais non, enfin, non, pas du tout. Donc, ce serait bien qu'on commence à prendre les choses au sérieux. Mais ça a pris beaucoup de temps et ça va prendre encore beaucoup de temps. Bon, mais espérons que au sein même de la minorité, je mets les crochets, de la minorité modèle, il y a prise quand même de conscience. Ah, ça fait un moment qu'il y a prise de conscience. Voilà, c'est juste qu'il n'y a que maintenant que nous, on oui, note, ou qu'on fait attention. Voilà, c'est ça. Il faudrait peut-être casser cette image-là parce que ça maintient une majorité dans la pauvreté. Et comme tu m'as demandé tantôt, j'ai dit en début de propos que